bonjour. Dans le cadre de nos rencontres régulières, je voulais vous présenter aujourd'hui un monsieur qui est très spécial de par sa formation, de par son talent et les études qu'il a faites. Et aussi, il m'est très cher parce que chaque fois que j'ai un petit problème, je l'appelle. Et j'en ai souvent, et donc il a des réponses à toutes les questions. Je vais le laisser vous raconter son parcours parce que c'est atypique et assez un peu compliqué, Oui. parce que tu as touché à beaucoup de choses. Voilà, donc tu nous racontes? Bonjour, d'abord merci de m'avoir invité avant tout, tout de même. D'autre part, bon, effectivement, j'ai un parcours atypique, j'ai une formation de pharmacien au départ, puis ensuite mon père est décédé alors que j'étais étudiant, malheureusement dans mes bras à cause d'un excès de corticoïdes et de bronchodilatateurs. Donc finalement je me suis dit, mince, il doit y avoir autre chose que des médicaments pour éventuellement soulager les gens. J'ai cherché, j'ai fait de la toxicologie en plus, j'ai été interne à l'hôpital pédiatrique. Et ensuite, après, bon, j'ai fait mon service militaire au service vétérinaire des armées, donc j'ai déjà eu un échantillon dans ma profession assez étendu en quelque sorte. Et puis après, j'ai quand même voulu voir s'il y avait autre chose, donc j'ai fait de la phytothérapie, j'ai étudié, évidemment, je connaissais pas par mes études, je connaissais un peu de phyto, mais enfin c'était insuffisant. Ensuite, après, j'ai voulu voir ce que c'était l'homéopathie, et j'ai découvert l'homéopathie. Et à ce moment-là, ça a été un flash. Et ça a été un flash parce que non seulement j'ai voulu découvrir l'homéopathie, mais en plus j'ai voulu savoir pourquoi ça marchait, comment ça marchait. Donc j'ai fait de la recherche, j'ai fait des validations de recherche en milieu universitaire et en milieu hospitalier, avec l'INSERM de l'hôpital Saint-Antoine. Et à partir de là, j'ai vu que ça marchait. Et puis comme j'avais fait des travaux qui m'avaient permis de faire des communications scientifiques, on m'a demandé de faire un enseignement à la faculté de médecine et à la faculté de pharmacie. C'est ce que j'ai fait. Donc pendant 30 ans, j'étais chargé de cours à la faculté de médecine et de pharmacie, les deux facultés. Et entre-temps, bon, évidemment, j'ai été aussi sollicité dans différents pays, au Canada surtout. Ensuite, j'ai été sollicité aux USA, j'ai été sollicité en Amérique centrale. Puis en Europe, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la Suisse, la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, le Luxembourg, la Russie, ensuite un petit peu le Maghreb, notamment le Maroc et la Tunisie, un petit peu la Grèce, j'ai oublié, parce que je descends la Méditerranée. Ensuite, l'Égypte. Après, à côté, il y avait Israël, donc j'ai fait aussi en Israël. Ensuite, j'ai fait de l'humanitaire au Bangladesh, où il y avait une intoxication massive à l'arsenic. Et puis après, évidemment, je suis descendu dans l'Afrique, voilà. Et puis j'ai présenté des travaux que j'avais faits en Inde avec M. Mitterrand. C'était à ce moment-là où il voulait montrer un petit peu la place de la France sur le plan scientifique. Donc il nous avait dragué un petit peu pour présenter quelque chose. Donc voilà, etc. Donc j'ai bourlingué un petit peu dans le monde, quoi. Et puis jusqu'à l'île Maurice, en bas, l'Afrique. Voilà, Alors oui, parce que l'homéo, il y a l'homéo courante que tout le monde connaît, l'arnica quand on a un coup, très etc. fort, très fort. Non, mais je veux dire, si, après c'est quelque chose d'hyper pointu. Parce que je vois, moi, quand je t'appelle, par exemple, et que je te décris vraiment un truc, tu me dis, il faut prendre... Alors, il y a des doses, il y a des granules, il y a des dilutions différentes. Alors, ce qu'il y a, il faut aussi être sérieux. C'est-à-dire que si je disais qu'il n'y avait aucune limite de traitement, de réussite avec l'homéopathie, tout le monde ne me croirait pas, évidemment, ça se saurait. Hein? Pour une syphilis, il faut utiliser un antibiotique, c'est au XXIe siècle. Pour un gonocoque, la même chose. Pour un cancer, il faut être officiel, il faut utiliser la chimiothérapie. Mais par contre, cela dit, on peut éviter des incidents secondaires. On sait très bien que malheureusement, beaucoup de médicaments ont un avantage, ont une action pharmacologique, mais également ont une action toxicologique. Donc par conséquent, il faut jauger, il faut mesurer, il faut essayer de voir si l'action pharmacologique est supérieure à l'action toxicologique.
Si on veut soigner quelqu'un et d'autre part l'intoxiquer, ça ne va pas. Et d'autre part, par exemple, je prends un exemple d'un cancéreux, on va lui donner un élément chimiothérapeutique, c'est très bien, pourquoi pas. Par contre, ça va peut-être plus procurer une chute de cheveux, donc on va lui donner un médicament contre la chute des cheveux. Après, on va lui se rendre compte que finalement il y a des nausées et des vomissements. On va lui donner un médicament contre les nausées et les vomissements. Malheureusement, le médicament contre les nausées et les vomissements peut provoquer un blocage des récepteurs dopaminergiques. On va avoir une personne qui va trembler, etc. Donc finalement, ou alors on va peut-être donner à un parkinsonien des éléments qui vont dessécher littéralement le parkinsonien. Il va avoir une bouche sèche, il va avoir des hallucinations, etc., provoquées par des médicaments. Je pense que pour éviter justement les inconvénients d'un médicament, il faut essayer, évidemment, à égalité de traitement et de réussite. Il faut choisir le médicament le moins toxique. Ouais. Mais quand on n'a pas le choix, évidemment, malheureusement, il faut choisir quand même le médicament qui est efficace. Cela va sans dire. Donc il est hors question de dire je vais tout guérir. Ça serait malhonnête. Ce serait malhonnête et pas sérieux du tout. Et avec l'homéopathie, mais il y a certaines pathologies qui se guérissent mieux avec l'homéopathie. Par exemple, dans le cas d'une intoxication virale, on sait très bien que maintenant on le dit, que les antibiotiques, c'est pas la meilleure solution. Ça n'agit pas sur les virus, c'est pas automatique. Hein? Et en homéopathie, on peut agir sur les virus. On peut agir sur le comportement du sujet. D'ailleurs, à ce sujet, on peut agir sur le comportement du sujet. Donc il est hors question de soigner une douleur, comme en allopathie. Mais il s'agit de soigner le sujet qui souffre. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 50, 100, 200, 300 médicaments différents selon le comportement du sujet par rapport à une douleur, tandis qu'en allopathie, on peut très bien faire une étude contre placebo sur un médicament contre la douleur. Mais nous, il nous faudrait peut-être un médicament pour chaque personne qui souffre. C'est complètement différent. C'est ça, parce que ça dépend du comportement du sujet. Il y a des douleurs, des personnes qui vous diront, moi je suis amélioré par les compresses froides. D'autres vous diront, moi au contraire, il me faut de la chaleur, il faut une bouillotte. D'autres qui vous diront, mais moi je suis amélioré que lorsque je suis dans mon lit, quand je ne bouge pas, amélioré par le repos. D'autres vous diront, au contraire, il faut que je bouge, il faut que je me remue, sinon ça me fait mal. D'autres vous diront, quand le temps est humide, ça commence à me faire mal. Je suis aggravé par l'humidité froide, etc. Donc il faut que tu cernes tout ça chez une personne avant de... Un questionnaire d'une heure et demie, 2 heures parfois. Il ne faut pas hésiter justement à questionner. L'homéopathe doit avant tout être médecin pour essayer de connaître le diagnostic de la maladie, mais après il faut traiter le malade, pas traiter uniquement la maladie. C'est la différence effectivement avec l'allopathie. Deuxième différence, puisque tu me posais la question aussi, par rapport à la phyto et l'homéo. La phyto, c'est une étude, c'est une technique qui utilise les plantes, mais à dose pondérale, à forte dose. Tandis qu'en homéopathie, on dit l'homéopathie, c'est les plantes. Pas du tout, c'est pas des plantes. C'est un ensemble de substances, une partie du monde végétal, pour 60% quand même, et 40% issus du monde minéral, de l'or, du cuivre, du plomb, de l'arsenic, du mercure, etc. Mais à dilution infinitésimale. D'autre part, ça peut être aussi des microbes, pourquoi pas, mais dilués, dynamisés. Et puis d'autre part, ça peut être aussi un vaccin, exemple, l'influenzinum, pour ne pas le nommer. Bon, bref, finalement, on peut avoir des sérums, on peut utiliser du staphylocoque en dilution infinitésimale, du colibacille en dilution infinitésimale, et des venins de serpent, pourquoi pas. Bref, finalement, on se rend compte que la panoplie des substances utilisées en homéopathie est immense. Alors, est-ce que ça a un rapport Oui, ça a un rapport avec... j'ai fait un stage il y a quelques jours avec Albert Claude et Martine Gardenal sur l'isothérapie qui est absolument extraordinaire. Alors justement, l'isothérapie, quelle différence il y a entre l'allopathie, l'homéopathie et l'isothérapie? Très bonne question. L'allopathie, ça me donne des contraires. Je vomis, on donne un antivomitif. Je ne dors pas, on me donne un somnifère.
Tandis que en homéopathie, on va stimuler la personne. On va stimuler la personne et c'est la personne qui va réagir. C'est-à-dire que ce n'est pas le médicament. On ne donne pas un antivomitif, on dit quelque chose qui à forte dose fait vomir. On va lui donner à très très faible dose de façon à stimuler l'organisme, le sujet, pour éviter d'avoir des nausées et des vomissements. Ça, c'est homéo égale semblable. Un exemple très simple. Imaginons que tu sois piqué par une abeille. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait bobo, ça fait mal, ça. Oh, que ça fait mal. Puis en même temps, ça gonfle. Une piqûre d'abeille. Ça provoque un œdème. Et puis en même temps, cet œdème, évidemment, est calmé par les compresses froides. Donc par analogie, si quelqu'un a un rhumatisme articulaire, avec une douleur importante, une brûlure, un œdème, est calmé par des compresses froides, comme s'il avait été piqué, non pas dans un amour propre, mais par une abeille. À ce moment-là, on voit que le venin d'abeille provoque les mêmes effets. Donc on va donner du venin d'abeille à faible dose, de façon que l'organisme réagisse contre ce type de douleur qui est semblable à homéo égale semblable. Puis évidemment, le deuxième principe, donc il y a l'homéo, la similitude. Une autre similitude, c'est par exemple le cas de l'arsenic. L'arsenic, on sait très bien que c'est un toxique, ça provoque des nausées, des vomissements, des brûlures abdominales améliorées par la chaleur locale. Puis en même temps, peut-être aussi une éruption cutanée, comme un eczéma qui va dessécher, qui va se transformer en poudre, qui va brûler, qui est améliorée aussi par les compresses chaudes. Et puis en même temps, par contre, aussi, ça peut provoquer une asthénie importante, une fatigue. Puis aussi, peut-être également, une crise d'asthme. Donc finalement, le même produit va provoquer différents signes. Imaginons qu'une personne ait une intoxication alimentaire, avec des nausées, des brûlures abdominales, des vomissements, des diarrhées, je suis vraiment désolé. Comme si la personne avait pris de l'arsenic. On va lui donner de l'arsenic à petite dose, de façon que l'organisme réagisse. C'est presque comme la vaccination. Comme s'il avait été intoxiqué par l'arsenic. De même, le cas d'un asthmatique qui a une crise d'asthme entre 1h et 3h du matin, on peut très bien lui donner de l'arsenic à faible dose. Et d'ailleurs, en regardant bien, il y a quand même des allopathes qui utilisent sans le savoir, et qui l'ont utilisé sans le savoir, des techniques homéopathiques. C'est le cas au XVIIIe siècle de Jenner, qui lui, Jenner, a découvert la vaccination, quelques décennies avant Pasteur. Et la vaccination, comme son nom l'indique, c'est la vaccine. On s'est rendu compte, la croyance populaire, comme quoi il faut écouter les gens, il faut écouter les vieilles grand-mères, qui donnent ces petits remèdes, qu'on renie parfois. Mais non, il faut les écouter, il faut les étudier, les comprendre. Et quand Jenner s'est rendu compte que finalement la croyance populaire disait que toutes les personnes qui faisaient la traite des vaches avaient des petites pustules, contractaient la vaccine. Et ceux qui contractaient la vaccine n'avaient jamais la variole. Maladie plus grave. Et finalement, reprenant cette croyance populaire, Jenner s'est dit, je vais prélever des pustules de vaccine et je vais les inoculer à des personnes lors d'une invasion, lors d'une éruption, lors d'une épidémie de variole. On va faire ingérer, on va faire inoculer ces petites vaccines. Et on va peut-être avoir une amélioration, sinon on va arrêter peut-être l'épidémie. Effectivement, il s'est rendu compte que toutes les personnes qui avaient été vaccinées n'ont pas eu la variole. Donc d'une croyance populaire, on l'a transformée en réel état scientifique. Donc écoutons. Regardez le cas, par exemple, du paludisme. Le paludisme, des sorciers, entre guillemets, des indigènes, aussi bien d'Amérique centrale que d'Afrique, qui avaient parfois le paludisme. Mais ils traitaient le paludisme avec des eaux rouges, amères. Et puis évidemment, ces eaux rouges et amères permettaient de lutter contre les fièvres. Alors on s'est dit, mince, mais les jésuites ont dit, puisque ça marche bien, on va essayer d'importer en Europe, en France notamment, parce que cette eau rouge, c'était finalement une macération d'arbres rouges qui s'appelait le quinquina.
Ah Donc oui, c'était une extraction, d'où l'apéritif. absolument, du quinquina. Et ce n'est qu'en 1842, Peltier et Caventou, professeurs à la faculté de pharmacie de Paris 5, ont découvert dans le quinquina un alcaloïde, un principe actif, qui s'appelle la quinine. Ah oui. Et à ce moment-là, ça a été un des premiers médicaments vendus dans le monde. Et à ce moment-là, alors qu'on a interdit de faire entrer la poudre de quinquina par les jésuites en Europe, du moment qu'on a extrait un principe actif qui a permis de déposer un brevet de nouveaux médicaments, ça a été quand même une réussite à la fois industrielle et financière, vous le savez bien. Une réussite financière et industrielle d'un produit que des millénaires auparavant, peut-être, les indigènes avaient eux-mêmes découvert d'une façon différente. Donc à ce moment-là, la tradition devient-elle pas scientifique? Et puis regardez Pasteur. Pasteur, lorsqu'il a découvert le vaccin de la rage, en diluant justement des sécrétions d'une personne qui avait la rage, eh bien, ce personnage-là, Pasteur, quand il a découvert le vaccin de la rage, ce n'est que 70 ans plus tard qu'on a découvert le virus de la rage. Fallait-il attendre 70 ans pour utiliser le vaccin contre la rage? De façon que ce vaccin devienne scientifique? Eh bien non. Il fallait l'utiliser tout de suite, et ils l'ont bien fait d'ailleurs. Alors que si, de nos jours, on veut utiliser un tel médicament, il faudrait peut-être attendre 70 ans. Mais comme Bossuet disait, qu'est-ce que 100 ans, qu'est-ce que 1000 ans, puisqu'un seul moment on les efface. Donc si à la limite, j'étais malade, très malade, ne préférerais-je pas guérir empiriquement que souffrir ou mourir scientifiquement? Alors l'isothérapique, iso égale l'identique. Ah oui, ça c'est extraordinaire aussi. Alors, il y a d'une part l'allopathie qui est la technique des contraires, l'homéo qui est la technique des semblables, et l'isopathique, la technique de l'identique. Mais qu'est-ce que ça veut dire la technique des identiques? Qu'est-ce qu'il veut dire Albert Claude? Ben, tout simplement, la technique des identiques, c'est utiliser son potentiel. Son potentiel, ses propres sécrétions, ses propres substances qui ont pu provoquer une pathologie. Il existe, je divise les isothérapiques en deux techniques, l'auto-isothérapique et l'hétéro-isothérapique. L'auto-isothérapique, c'est une technique qui utilise ses propres sécrétions. J'ai une cystite, on prend mon urine, on la transforme en dilution homéopathique. C'est la même urine qui contient le microbe, le colibacille. Alors donc, l'auto-isothérapique est pratiquement fabriqué à partir de nos propres sécrétions. Et imaginons qu'une personne est colibacille, comme j'ai dit, une cystite ou autre, on va prendre son urine, ou éventuellement une souche isolée qui a pu provoquer la cystite. Une personne qui a de l'acné, on lui prélève son pus acnéique et on en fait un isothérapique. Ben, ça, Une personne qui a un herpès, il y a tellement d'enfants, tellement de filles. Alors malheureusement, il y a un problème. Il y a un problème légal qui se pose, c'est qu'à partir de 1999, ces auto-isothérapiques ont été interdites en France. Et cependant, elles utilisent nos propres sécrétions. Il faudrait peut-être s'imaginer qu'on puisse, ou du moins je ne peux pas imaginer qu'on m'interdise un jour d'avaler ma propre salive, ou d'avaler mon propre sang quand je me lave les dents, ou mes sécrétions nasales. Pourquoi pas? Je vois pas comment je pourrais être plus malade si on utilisait mes propres sécrétions sur mes sécrétions. J'ai déjà en moi. Donc pour moi, c'est un non-sens. Mais enfin, les législateurs n'ont absolument rien compris à l'homéopathie, je pense. D'autre part, il y a donc les auto-isothérapiques et il y a les hétéro-isothérapiques. Alors les hétéro-isothérapiques, pour l'instant,
c'est encore légal, c'est encore utilisable. C'est ainsi que les hétéroisothérapiques sont faites à partir de substances étrangères au malade, mais pour le malade, je m'explique. Une personne qui est allergique à la poussière de maison ou au pollen, on va voir l'Institut Pasteur, on va demander de la poussière de maison ou du pollen, et on va faire des dilutions. C'est ce que font les allergologues. Pour désensibiliser, ils font de l'homéopathie sans le savoir. Pour désensibiliser une personne qui a une allergie au pollen ou à la poussière de maison. Mais en regardant bien, on habite chacun un quartier différent. Les uns habitent la ville, les autres à la campagne. Est-on sûr d'avoir les mêmes grains de pollen? Est-on sûr d'avoir les mêmes végétaux? Est-on sûr d'avoir la même poussière de maison? Certainement pas. Eh bien, un exemple, en ville par exemple, on a une poussière qui contient peut-être des acariens, qui contient évidemment des pollens d'arbres, des pollens de platane, des pollens d'Aesculus hippocastanum, autrement dit le marronnier d'Inde. Peut-être d'autres pollens, si on est au bord près du bois de Boulogne ou près du bois de Vincennes. Peut-être aussi des substances qui s'évaporent dans l'air, telles que le mercure ou le plomb. Des dioxydes d'azote qui se transforment avec la pluie en acide nitrique, qui est très irritante. Un cycliste qui roule au moment où il y a une pollution de pic 2, ben, c'est un petit peu difficile à le laisser sans qu'il présente lui-même des pathologies dû à cette pollution. Et puis, d'autre part, donc c'est pas la même poussière maison. On peut avoir des poils de chat, si on a un chat, ou des poils de chien, pourquoi pas. Donc il vaut mieux prendre sa propre poussière de maison, et ça devient individualisé, individualisable, en utilisant sa propre poussière de maison de son aspirateur. Là, c'est mieux. C'est pas la poussière de maison générale, c'est la poussière de maison spécifique au sujet. Donc, finalement, l'hétéroisothérapique, c'est une substance extérieure à la personne, mais pour la personne. Un autre exemple, une personne qui fume une cigarette, on peut la détoxiquer en utilisant tabacum. Mais est-on sûr que c'est le même tabac qu'on a utilisé pour faire la teinture mère du tabac? Parce que dans une cigarette, il y a des éléments complémentaires qui se trouvent dans la cigarette. Il y a du formol, il y a du cadmium, il y a un tas de choses dans une cigarette. Il y a peut-être des nitrates pour faire flamber rapidement la cigarette. Chaque cigarette a un goût différent. Donc n'est-il pas souhaitable de prendre la propre cigarette et de faire une isothérapie de sa cigarette pour se désaccoutumer de sa cigarette? Quand une personne est intoxiquée malheureusement par un médicament, intoxiquée ou dépendant de ce médicament, ou dépendant d'une drogue, n'est-il pas plus intéressant de prendre sa drogue ou son médicament pour en faire un hétéroisothérapique? Donc vous voyez finalement l'hétéroisothérapique, donc l'isothérapique, pour résumer, identique, iso et identique à la pathologie, mais fabriqué d'une façon homéopathique. Puis d'autre part, l'isothérapique, donc il faut évidemment différencier l'auto-isothérapique de l'hétéroisothérapique, cela va sans dire. Et donc, ça, moi je le sais puisque je suis venue faire le stage, mais peut-être explique comment on fait ça, enfin comment on a, parce que prendre la poussière ou le venin, etc. Après de là, comment on fait pour en faire un médicament? Alors, c'est simple. On vient en stage, déjà. On fait déjà une macération. Une macération, alors on prend une teinture mère, qui est le principe de base du médicament homéopathique. La teinture mère, c'est une macération d'une plante fraîche dans de l'alcool. Pendant 15 jours, on le presse, on filtre, on obtient un filtrat qui a solubilisé une partie des principes actifs de la plante. Et le reste, c'est le ballast, c'est la cellulose qui ne sert à rien. Donc on va prendre l'extrait de cette plante. Ça s'appelle la teinture mère. Il est évident que sur le plan industriel,
il faut analyser cette teinture mère, ça va sans dire. Il faut savoir si vraiment la teinture mère contient bien les principes actifs de la plante. Il est hors question de prendre une plante du quinquina, parce qu'on a vu tout à l'heure le quinquina, qui ne contient pas de quinine. Il est hors question de prendre une algue telle qu'un fucus sans vérifier qu'il y a bien de l'iode. Il est hors question de prendre de la digitale sans vérifier qu'il y a la digitaline. Il est hors question de prendre la belladone sans vérifier qu'il y ait de l'atropine, de la iocyanine ou de la scopolamine, bref, des principes actifs. Donc, l'industriel doit vérifier évidemment, et on doit prendre la plante, alors soit une partie de la plante, soit la plante dans sa totalité. Exemple, le ginseng, on va prendre la racine. Le quinquina, on va prendre l'écorce. Le tabac, on va prendre la feuille de tabac. Ce qui nous permet de faire la cigarette elle-même, tabacum. Puis d'autre part, il doit contenir évidemment de la nicotine, cela va sans dire. Un tabac qui ne contient pas de nicotine, ça ne sert à rien de faire l'extrait de tabac, etc. Donc on vérifie, pour nous, et alors bien évidemment, on peut très bien faire soi-même son médicament, à condition de premièrement connaître parfaitement la botanique, oui. savoir si c'est la plante qui est utilisée, eh bien celle-ci, eh bien celle-là plutôt, que c'est la plante que j'ai décrite. Et ensuite, d'autre part, on n'utilise pas uniquement des plantes. On utilise des venins. Alors des venins, il faut quand même les prendre une maison spécialisée. Pour les ans, il y a une maison spécialisée qui s'appelle la Toxan, qui se trouve en France, qui fait l'élevage de serpents, l'élevage de batraciens, l'élevage d'araignées, etc., qui provoque des venins. On stimule l'élimination, la sécrétion de venin électriquement, on récupère le venin. Alors maintenant, il faut vérifier que ce soit le bon venin. Alors avant, on recevait une substance lyophilisée, et on disait c'est du venin de vipère, c'est du venin de botrope, c'est du venin de naja ou de cobra. Mais encore, faut-il vérifier que ce soit le bon venin. Sinon, évidemment, on a des effets complètement différents. Et pour cette raison, on a des techniques qui nous permettent de faire une carte d'identité par venin, par électrophorèse, par chromatographie, etc. Donc, par conséquent, il y a des techniques qui nous permettent de vérifier que c'est bien le venin. Alors, il est évident que dans le cas de l'abeille, on peut obtenir le venin à partir d'apis, l'abeille tout à l'heure, on a vu, qui a provoqué justement l'œdème, la douleur, etc. Oui. Ben, dans ce cas-là, je suis désolé pour l'abeille, on prend l'abeille, la pauvre abeille, on la met dans de l'alcool, dans sa totalité, et on va prendre la teinture de l'abeille complète. Mais il y a des substances qui sont insolubles. C'est le cas de certains minéraux, le cuivre. La bague, vous mettez votre bague dans de l'eau ou dans de l'alcool, vous allez récupérer telle quelle. Elle ne va pas se dissoudre. Par contre, si vous mettez un morceau de sucre ou du sel dans de l'eau, ben, il va se dissoudre. Donc deux choses, soit la substance est soluble, auquel cas on va solubiliser la substance elle-même dans l'eau ou dans l'alcool, qui est comparable à la teinture mère, on l'a vu précédemment. Ouais. Mais pour les substances insolubles, il faut d'abord les pulvériser, telles que l'or, l'argent, le platine, etc. C'est insoluble. Donc on va les pulvériser, et non pas les diluer avec un solvant hydroalcoolique ou alcool, mais on va les diluer en quelque sorte dans un solvant de poudre qui est du lactose. Et on va faire nos différentes dilutions. Sachant que un CH, par exemple, parce qu'on peut me poser la question, un CH, c'est une substance qui a été diluée au centième, 1 gramme de substance active et 99 grammes de solvant. Ça fait, mais seulement elle devient un CH que si elle a été diluée, puis agitée fortement. On appelle la dynamisation ou succussion. Un CH, on va la diluer à nouveau un centième, on va obtenir une deuxième CH. Cette deuxième CH, après avoir dynamisé, agité, etc., on va obtenir une deuxième CH. Cette deuxième CH va être elle-même diluée, réagitée pour obtenir une troisième CH, etc. Donc plus on dilue, plus on augmente dans les CH. Mais vous allez peut-être me poser une question, je sais très bien, vous êtes intelligente, madame.
poser une question, mais je le sais. Oui, alors, Pourquoi moi, celle qui me vient à l'idée, c'est ça, c'est comment on choisit Voilà. que tel médicament doit être donné Voilà. en cas de CH. Voilà et une 5 question CH. intelligente. Un Voilà, peu soufflé j'attendais. quand même. Ah non, non, pas du tout, je vous ai rien dit. Alors, la CH. Les 4-5 CH, je vais vous donner un exemple évidemment, seront surtout utilisés pour des troubles locaux. 7-9 CH seront utilisés pour des troubles généraux. Et 15-30 CH pourront être utilisés soit pour des troubles très anciens, chroniques, ou alors des troubles psychiques. Un exemple. Arnica, parce que tout le monde connaît Arnica. Je reçois un coup. Aïe, ça fait mal ça. Un coup. C'est local. J'ai un petit bleu, une petite bosse. Donc je prends l'arnica en 4 CH. Je vais faire du ski, alors longtemps que je n'ai pas fait de ski. Ouf. Je vais faire du ski, puis évidemment le soir, j'ai des courbatures partout. J'aurais même pu avoir ces mêmes courbatures musculaires en ayant simplement la grippe. Mais ça, c'est des courbatures générales. Donc on va utiliser arnica en 9 CH. Et puis si après un accident, un choc, ou un décès de quelqu'un, de membre de ma famille qui m'est cher, on n'arrive plus à dormir. On présente presque une dépression. Le choc, c'est plus le choc physique, c'est le choc psychique. J'arrive plus à conduire. Donc là, c'est le choc psychique, donc on va utiliser arnica, mais en 15 ou 30 CH. Ou surtout si une personne me dit, oh là, j'arrive plus à dormir, j'arrive plus à prendre une voiture depuis 20 ans, depuis que j'ai eu un accident. Ben, j'ai le choc psychique, mais très ancien. Dans ce cas-là, on pourra prendre arnica en 30 CH. J'ai répondu à votre question. Et alors, comment on décide que c'est des fois c'est une dose et des fois c'est 2 granules plusieurs fois par jour? En principe, les hautes dilutions, on les utilise en dose. Parce qu'à ce moment-là, c'est un médicament de fond, c'est un médicament psychique, donc par conséquent, surtout lorsque c'est un événement qui s'est produit il y a plusieurs décennies. Ouais. Donc ça, c'est une pathologie chronique. Et dans la chronicité, on va peut-être utiliser une dose par semaine ou une dose par mois. Tandis que lorsqu'on a un coup de froid sec, on va utiliser aconite, par exemple. Aconite, on va en prendre toutes les demi-heures s'il le faut. Pour un coup de froid sec, on a une augmentation de température, à 42 fièvre, on est agité, on est anxieux, on ne transpire pas. Ben, il faut prendre toutes les demi-heures, tous les quarts d'heure, même s'il le faut, aconite. Puis dès que les signes changent, évoluent, dès que le sujet commence à transpirer, c'est plus aconite qu'il faut lui donner. Il commence à transpirer. Alors dans le premier cas, il ne transpirait pas. On va peut-être lui donner belladonna. Il est congestionné, il a une forte température. Et rappelez-vous, un enfant qui peut avoir la température, ben d'abord il est agité, il est chaud, il est chaleur rayonnante. Quand on ouvre la porte de sa chambre, on sent sa chaleur, sa température déjà dans la chambre. Chaleur rayonnante. Maman, ferme les persiennes. Ça m'éblouit. Il a une pauvre gosse, il a une mydriase, une dilatation des pupilles. Il ne peut plus accommoder. Donc effectivement, il est ébloui par la lumière. Donc il y a déjà des signes plus généraux. Il a la température. C'est des signes généraux. Donc dans ce cas-là, on peut lui donner belladonna en 9 CH. Puis enfin, si la nuit, il y a des cauchemars provoqués par sa température, par sa faute température, il faudra simplement lui donner belladonna en 15 CH. C'est le même produit par rapport à la fièvre, Ouais. mais en fonction de l'évolution, on va lui donner une dilution différente. Pas hésiter à lui donner 4-5 fois dans la journée ou le soir s'il le faut. Plus les symptômes sont aigus, plus le déclenchement a été rapide, plus il faut donner. Une personne qui a une piqûre d'abeille, ou une personne qui a une douleur avec un œdème, etc., il faut agir vite. Donc on va lui donner toutes les demi-heures s'il le faut. S'il a un œdème de quick, en attendant le SAMU ou autre, on ne sait jamais. Ben, il faut lui donner peut-être toutes les 2 minutes des granules de... Et c'est 2 granules chaque fois? Oui, parce que pour moi c'est pas une question quantitative, c'est une question qualitative, absolument, l'information. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter? Oh, des milliers de choses. Et puis d'ailleurs, on m'a dit juste avant mon interview, tu es spécialisé en quoi?
qu'est-ce que tu fais? Alors, ça aurait été un peu nul de ma part de dire que je suis spécialiste en biophysio, psychosomato, physico-chimico, myorhumato, pharmacodynamique, acupuncture, muséothérapie, sophrosynésico, aromato-phytothérapeute. Celui qui dit ça, ben, il serait finalement bon à tout, mais plutôt bon à rien. Ou mieux spécialiser éventuellement vers une technique que l'on connaît, que l'on possède, que l'on a pratiquée, plutôt que d'essayer d'être spécialiste en tout. C'est quasiment impossible. Mais seulement, il faut regarder justement l'individu dans sa totalité. Le troisième principe de la totalité, de l'homéopathie, c'était le premier principe, c'était les semblables, la similitude. Le deuxième principe, les doses infinitésimales. Et le troisième principe, c'est la totalité. Regardons le sujet dans sa totalité. Ne regardons pas une pathologie, regardons le comportement du sujet. Et on trouvera peut-être le meilleur médicament adapté à son état. Voilà.